Encore quelques mots sur le Bénin avec l'interrogation comment juguler la crise. Ambroise Ponjo, vous pensez qu'il Talon a deux options maintenant? Oui, Talon a deux options. La première, c'est celle que j'avais dit au départ, c'est-à-dire appeler les acteurs à discuter pour sortir de la crise avec une certaine objectivité et honnêteté, déboucher sur un objectif donné, même si l'objectif voudra que l'on refasse d'autres élections, il accepte. La deuxième, c'est qu'il endurcisse son cœur, comme Pharaon l'a fait, et parce qu'ayant peur de subir la faute du peuple, si jamais il échouait à l'élection présidentielle en fin mandat, donc vouloir maintenant s'éterniser au pouvoir en modifiant les lois pour faire des mandats ad vitam aeternam. C'est l'option là qui se présente à lui. Comme il est, je lis un despote dans le visage, dans le comportement de la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur crispé et dur face à certaines réalités, au lieu d'être réaliste et évoluer politiquement, il va vouloir démontrer que lui il est plus fort que les gens. Ce n'est pas une question d'être fort. Quand on dirige un peuple, on écoute le peuple, on suit le peuple. Mais si vous voulez montrer votre appart, ou vous voulez démontrer que c'est vous qui êtes le plus fort, le moment venu, vous subirez ça. Et comme les autres en ont subi aujourd'hui, les Bouteflika, les présidents soudanais, tout ça là, il ne passera pas cette porte-là. Parce que ce que le Bénin n'a jamais vécu, c'est lui qui l'a innové, c'est lui qui l'a créé, et de façon négative, ils vont subir les sorts, c'est tout. Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est l'Algérie. Le Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens chefs de renseignement, ont été placés dimanche en détention provisoire et inculpés notamment pour complot contre l'autorité de l'État, crime passible d'une lourde peine d'emprisonnement. Les trois hommes arrêtés samedi ont été placés en détention provisoire après avoir été entendus par un juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, c'est dans le sud d'Alger. Selon un communiqué du parquet militaire, ils sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, des crimes pour lesquels ils encourent 5 à 10 ans de prison selon le code de justice militaire. Chris Ega, est-ce que ça fait partie, Saïd Bouteflika, on le sait depuis que son frère a fait l'AVC, c'est l'homme qui tient de faire le pays. Est-ce qu'il fait partie justement de ce système-là dont les Algériens demandent le dégagisme? Absolument, je crois que c'est ce que la rue en Algérie a toujours demandé. Et maintenant, il est vrai que ce sont des gens qui gênent. Les Algériens ont dit que ils n'ont pas évacué Bouteflika pour se contenter des Bouteflika. Je dois dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire un résidu de Bouteflika. Parce que si le grand Bouteflika est parti, ils disent que c'est tout le système qu'ils veulent évacuer. C'est une vacuité totale la rue veut avoir. Mais maintenant, lorsque le chef d'état-major, j'estime que c'est lui qui mène la danse actuellement et qui sans doute a fait arrêter ces trois ténors-là du système Bouteflika. Mais moi, j'estime que c'est peut-être des mesures conservatoires, mais aussi c'est des mesures peut-être pour chercher la calmie du côté de la rue. Mais à mon sens, c'est des tirs au flanc. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que la rue demande. La rue demande que le système soit évacué pour qu'on mette en place un autre des gens qui vont conduire cette période électorale là pour aboutir à des élections claires et transparentes. Mais maintenant, si au lieu de ça, comme on le voit par exemple au Soudan, qui est en train, où il y a un compromis qui est en train d'être trouvé entre l'armée et ceux qui entretiennent la rue, au lieu de ce compromis-là, on voit que en Algérie, les militaires n'en demandent pas, l'ancien système est toujours en place. Le président, là, même le président qui est en place est issu de ce système-là, et on n'a pas fait encore de concessions sérieuses en dehors du fait que Bouteflika soit pratiquement démis de ses fonctions. Je ne vois pas qu'en dehors de ça, il y a encore depuis lors une concession sérieuse pour ramener la calmie dans la rue. Et je crois que ce qui est fait actuellement, quand on arrête ces gens-là, c'est peut-être des mesures contraires, mais on ne peut pas se contenter de cette mesure-là. Il faut instaurer une période de transition qui fasse en sorte que ce que la rue demande soit exécuté. Et ce que la rue demande, c'est qu'on mette en place un pouvoir transitoire qui ne soit pas fait des classiques du pouvoir, mais un pouvoir transitoire qui soit en majorité constitué des gens crédibles. J'estime qu'il y a des avocats, des gens qui s'étaient levés, qui ont manifesté, la société civile, etc., pour que
qu'on conduise un processus qui aboutisse à une élection. Mais là, je qualifie ce qui se passe de tir au flanc au lieu de tirer dans le vif du sujet. On est en train de tirer à côté pour flouer les gens. Et j'estime que la force qui revient à ce général-là, le chef d'état-major, c'est bien qu'il ait ce contrôle de la situation, mais j'estime qu'il peut en profiter en principe pour mettre sur pied ce gouvernement de transition-là qui soit partagé par les gens de la rue, les avocats, etc., et puis en partie par certains hommes du pouvoir. Mais Ambroise, est-ce que le général Ahmed Gaïd Salah, qui est devenu aujourd'hui l'homme fort de l'Algérie, même s'il n'est pas le président, ne profite pas aussi de la situation pour dégager des gens qui lui sont un peu gênants? C'est une bonne question parce que tout apparaît comme ce dessin-là que nous sommes en train de voir. Moi, je pense que les militaires sont en train de jouer à la montre pour gagner du temps. Et vous savez que l'Algérie est un pays géopolitiquement puissant. Oui. Si je rentre dans la géopolitique même, actuellement où la rue demande une transition civile, tel qu'il l'a dit, vous allez remarquer comme quoi on est en train de... Il y a tellement d'autres, on est en train de jeter l'os un à un pour pouvoir occuper la rue et ensuite déballer le plan qu'on a à travers une géopolitique, à travers certaines puissances qui téléguideraient ce qui va se produire par après. La même chose au Soudan. Vous allez remarquer que dans le cas du Soudan, par exemple, c'est l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui sont le pôle arabe qui sont derrière, mais il y a des puissances occidentales qui sont souvent derrière. Quand je parle de l'Algérie, n'écartez jamais la France derrière tout ça. La France est toujours là-bas. Les États-Unis sont toujours là. Parce que l'Algérie est un grand producteur du pétrole. Oui. Et à ce titre, ce que les Occidentaux, eux, cherchent d'abord, c'est l'intérêt. Qui va être au pouvoir? Ils négocient en même temps avec ceux qui viendront au pouvoir. Est-ce qu'il va venir au pouvoir? Vous avez remarqué que c'est la société civile, comme comment vous l'appelez, comme au Soudan, qui sont au devant. Ouais. Les politiciens se cachent parce que il faudrait que le terrain soit déballé pour que je devienne président, que je devienne ministre, je devienne premier ministre, tout ça. Au lieu d'être au front, aux côtés du peuple, et s'affirmer comme quoi nous sommes aujourd'hui prêts à gouverner après les militaires. Donc aujourd'hui, il y a un risque comment vous l'appelez, d'essoufflement même du mouvement, parce qu'une révolution ne doit pas durer plus de 2 mois, selon les spécialistes. Comme il y a un risque aussi de dérapage. Oui, parce que les gens avaient voulu sortir des gens, les militaires ou les soldats, pour empêcher les mouvements, mais ils ont vite déchanté, ils ont vite compris qu'en le faisant, le risque serait grand aujourd'hui de tirer. Vous ne pouvez pas vouloir lutter pour installer la démocratie et maintenant tuer la démocratie dans le même temps. Donc aujourd'hui, le risque, c'est la montre. La montre là voudra dire que qui va devenir président. La France est en train de jouer sa carte, les États-Unis, les pays arabes aussi sont en train de jouer la leur. Le Maroc, là-bas aussi, n'est pas loin. Oui. Parce qu'avec le problème du Front Polisario soutenu bec et ongle par l'Algérie, il y a toujours des mains noires qui se dessinent là-bas. Donc moi je souhaiterais que les militaires qui aussi étaient du régime et sont toujours du régime, mais qui veulent montrer une bonne volonté de céder le pouvoir aux civils, puissent voir ce gâteau géopolitique-là pour ne pas laisser le pays dans la main des vautours. Parce que le risque, c'est que ce pays tombe dans la main des vautours, celui des gens qui ne veulent que des intérêts, et maintenant, faire éclater tout ce qui a été sauvegardé par Bouteflika, parce qu'il a fait aussi ce qu'il peut. Dans le clan occidental, capitaliste et marxiste, il a choisi le camp marxiste par après la mort de Ben Bella. Ben Bella était marxiste, il était complètement du bloc de l'Est. Maintenant, il est arrivé, il a jugulé, il a contesté la France à un moment donné, mais il s'est maintenu. Moi, je l'ai félicité pour ça. Mais pour le temps, je ne sais pas pourquoi il a perduré dans une dictature qui aujourd'hui crée la misère et autres. Donc moi, ma crainte, c'est que l'Algérie tombe dans la main des vautours et que
la manne pétrolière puisse disparaître comme ça d'ici 20 ou 30 ans. Alors là, le général Ahmed Gaïd Salah, c'est quand même un peu lui qui est aujourd'hui à la manette, qui distribue les accusations à qui il veut. Par exemple, les 3 personnes qui viennent d'être arrêtées, notamment le frère de l'ancien président, il dit que ces 3 avaient tenu une réunion dans laquelle ils ont décidé un certain nombre de choses et qu'avant même la démission de son frère, Saïd Bouteflika avait envisagé le limoger, lui, le général. Donc il est un peu dans une sorte de règlement de compte aujourd'hui. Il s'entend qu'il a toutes les manettes en main. Je crois que mon frère l'a dit tout à l'heure. Il dit que, d'ailleurs, vous l'avez dit quand vous posez la question, que c'est une façon aussi d'écarter les autres pour avoir les coups des francs. Et je crois que tout pouvoir, en vérité, marche de cette façon. Mais la question est de savoir aussi pourquoi les militaires, le système Bouteflika ne veut pas prendre exemple, par exemple, sur le Soudan. Ça peut se comprendre aussi. Et puis, ceux dont on accuse Saïd Bouteflika et les deux autres, c'est possible aussi, parce que vous savez que depuis 58, il y a eu une douzaine de présidents qui se sont suicidés en Algérie. L'Algérie a toujours connu une situation politique des plus heurtées, des plus violentes, et c'est rarement un président va jusqu'au bout de son mandat, parce que ça commence parfois bien pour certains, mais ça se termine toujours. Vous vous rappelez Boudia qui a été 6 mois après, qui a été tué, etc. Mais avant lui, il y a les autres, Bembella, etc. Il y a les autres. Je crois qu'actuellement, les militaires qui sont au pouvoir en général en Algérie n'arrivent pas à solder ce passif-là du Front National de Libération, parce qu'il faut quand même le dire, après les 132 ans de colonisation française, il y a eu 8 années de guerre qui s'est soldée avec des dizaines de milliers de morts, de disparus, etc. Et après, on a connu une autre période politique qui n'a pas été de tout repos. Et cette période-là, c'est toujours les militaires, les gens du FNL qui sont restés au pouvoir. Donc, une organisation qui est restée au pouvoir pendant si longtemps a pris des plis, et il faut aujourd'hui les déplier pour voir dans quelle mesure on peut aller à l'avènement d'un nouveau pouvoir qui soit différent, qui soit tenu par des gens qui soient différents de ce système-là, parce que c'est un pouvoir qui est issu d'une guerre, d'une longue guerre, 8 années quand même de guerre contre la France. Ce n'est pas quand même une période qu'on peut sortir facilement. Au fait, le problème est là, c'est-à-dire que ces militaires-là ont incarné un pouvoir qui est un pouvoir issu d'une guerre, et c'est des vainqueurs de cette guerre-là qui sont partagés cette manne-là jusqu'ici. Maintenant, il va falloir réorienter la situation. Il faut qu'ils en démontrent quand même, s'ils veulent que l'Algérie connaisse la paix. Il faut qu'ils acceptent de solder ce passé-là qui passe difficilement chez eux, pour que d'autres puissent venir, de nouveaux acteurs puissent les rejoindre et gérer le pays. Mais s'ils veulent, comme ils le font actuellement, faire des tirs au flanc pour éviter et pour pouvoir avoir la rue, non pas parce qu'ils vont compter peut-être que en agissant ainsi, la rue finira par s'étioler, et que peut-être qu'ils vont. Mais je disais tout à l'heure que ça peut aller aussi à un risque de dérapage, parce que la rue est restée ça jusqu'à présent, parce qu'elle estime pouvoir compter sur ceux qui sont en train de démanteler ce pouvoir-là. Peut-être le général Gaïd pour aller jusqu'au bout. Mais s'il traînait, on a constaté par le passé que on a démantelé les systèmes de façon violente. Il y a des coups d'État, etc. Il ne faut pas que ce général-là croit que, en éliminant ses adversaires potentiels, il puisse tenir cette situation et peut-être éventuellement devenir président, comme on l'a vu par le passé, des gens qui ont quitté l'homme pour devenir président. Et justement, par rapport à ce général, le doute est permis de sa volonté de vouloir certainement rester au pouvoir. Vous savez, le scénario égyptien intente toujours certains dans la sous-région. Le scénario égyptien... Il a bien fait, il a enlevé la tenue militaire et il est devenu civil avant de briguer la présidence. C'est ce qui est même inquiétant. Mais là, Gaïd Salah est toujours en tenue et c'est lui qui distribue les cartes. Oui, c'est pour moi ce qui est inquiétant. Ça paraît un peu démocrate, mais c'est plutôt un peu compliqué et inquiétant. Parce que quand on enlève l'habit du loup pour aborder l'habit de l'agneau,
ça fait croire aux gens que on n'est pas là pour rester au pouvoir. Mais si l'a fait en Égypte, le cas égyptien tente le Soudan et l'Algérie. Je vous le dis. Vous savez, dans les années 90, au-delà du combat que l'Algérie a mené contre les Français, les Harkis, les pieds noirs, tout ça qui ont été déversés, vous remarquez que il y a l'autre côté les frères musulmans. Avec le front islamique de Ali Belhadj, Abbassi Madani, il savait que c'est l'autre qui a décédé la dernière fois. C'est des 12 égorgés, 20 égorgés. Je me rappelle très bien, moi j'étais en 4e, comme je suivais la télé depuis mon enfance, je me disais que ceux-là luttaient contre qui? Les Ali Belhadj et les Madani, en 92, 93. Mais ils ont été rapidement écoutés. Ce qui peut-être est intéressant du côté égyptien, c'est qu'on a su maîtriser les velléités des frères musulmans qui ont voulu transformer l'Algérie en un pays complètement islamique. En un califat. Ce qui pouvait même arriver au Soudan. Mais le cas tunisien inspire beaucoup dans la sous-région. Et l'Algérie pouvait aussi gagner en maturité. En maturité politique, en voyant l'impartialité même du clan des acteurs qui se retrouvent au banc. Si les militaires décident d'aller aux élections, et que, par exemple, je prends le cas du Soudan, où on nous parle de 4 ans de transition, moi je suis désolé, 4 ans, mais ceux qui sont au pouvoir vont rester. Faites une transition de 2 ans. Mais moi, je voudrais que l'Algérie garde sa notoriété et dans le temps, c'est-à-dire l'autorité de l'axe qu'il détient aujourd'hui, et politiquement, organiser des élections, faire renvoyer les militaires dans la caserne, comme ça se passe en Tunisie, et laisser les civils gouverner le pays, être à l'avant-garde. Mais c'est ça la question en Algérie, est-ce que les militaires n'ont jamais été dans les casernes? C'est eux, en réalité, qui détiennent le pouvoir. Oui, c'est une manipulation aussi de l'Occident, du pays de l'Occident dont vous connaissez le nom. Quand il y a du pétrole, il y aura toujours des charognards, des vautours, des câbles, des crapauds, tout ça là autour. Et quand ils vont arriver, ils s'en foutent de ces 20 millions qui meurent. L'essentiel, c'est de sauvegarder le pétrole. Donc, c'est le problème auquel l'Algérie aura à faire face dans cette prochaine semaine. Sauf que si les militaires jouent bien le jeu, écartent tous ces intérêts-là, et tous ceux qui sont à vide d'intérêt-là, et lancent les civils au pouvoir en étant à l'avant-garde. Moi, je crois que c'est la voie que l'Algérie doit emprunter pour pouvoir se libérer du joug néocolonialiste et ensuite des velléités d'intérêt qui se sentent déjà. Mais en renvoyant peut-être Saïd Bouteflika, lui, bon, il n'était que dans l'ombre de son frère, mais Mohamed Boumedienne, qui a dirigé le puissant service secret, et également son successeur Atam Tartag, qui est l'ex-coordonnateur des services de renseignement, c'est des gens aussi qui contrôlent une partie des hommes en uniforme, et en les mettant aujourd'hui au Niouf, est-ce que Gaïd Salah ne prend pas le risque de s'opposer à lui une partie de l'armée aussi? Vous savez, c'est comme cela que ça se passe toujours. Lorsque même, lorsqu'il y a coup d'État, par exemple, ceux qui se mettent ensemble pour faire ce coup d'État, celui qui prend le pouvoir, vous rappelez très bien, ça s'est passé toujours un peu comme ça, un peu partout comme ça en Afrique. Non, les rois n'aiment pas les faiseurs de rois, celui qui émerge du lot, qui gouverne très rapidement, il contraint, il tue ou contraint en exil ceux qui l'ont aidé, parce que le risque que ceux-là sont inspirés par les armes, par le renversement, le sud-renversement, pour éviter cela, il les tue ou bien les contraint en exil en distribuant des accusations parfois très fantaisistes, comme on peut le constater. Ça se passe toujours ainsi. Mais vous savez, peut-être on peut dire même que peut-être que c'est de bonne guerre, parce que vous savez, un pouvoir en principe, ça se partage difficilement. Le pouvoir se partage difficilement. Il faut être un grand démocrate pour vouloir partager son pouvoir. Même qu'en Afrique traditionnelle, le pouvoir, quoi que ce soit fondé sur des chefs, c'est un pouvoir avec il y avait les Tchami, et on consultait tout cela, mais celui qui tient l'arrêté du pouvoir garde le pouvoir à vie. Et c'est un peu comme ça
ça en Occident, on l'a constaté avec les empereurs, etc. Aujourd'hui, en Algérie, ce qu'il faut peut-être souhaiter à l'Algérie, ce n'est peut-être pas cette vacuité totale au niveau de ceux qui ont tenu ce pouvoir-là jusqu'à présent, parce que ce sont eux qui connaissent les secrets, et ce sont eux qui sont à même, qui disposent des ressources pour protéger l'Algérie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'affût, il y a les islamistes, il y a les islamistes qui peuvent éventuellement revenir. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas demander à ces gens-là qui sont les spécialistes dans leur domaine respectif, notamment dans le domaine sécuritaire, leur dire allez peut-être vous occuper des chrysanthèmes et que les civils vont venir et gérer le pouvoir. Peut-être que ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir partager, de comprendre que aux militaires seuls, ce n'est pas facile de conduire le processus d'apaisement en Algérie, parce que si cela était possible, on aurait pu le faire depuis 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie. Mais vous savez que depuis 1962, je l'ai dit tantôt, il y a une succession de au moins 12 présidents en Algérie. Mais c'est au sein de la même coalition, la coalition du FNL, c'est-à-dire c'est les amis qui se sont entretués parce que justement, ils ne s'entendent pas autour du pouvoir. Si aujourd'hui, on leur demandait d'aller se mettre à l'écart pour permettre... Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Ils voudraient plutôt peut-être qu'il y ait une composition pour qu'on puisse descendre les velléités de se stramponter là doucement pour que l'Algérie puisse retrouver le chemin de la démocratie, parce qu'il y a des forces d'inertie, des forces réactionnaires qui sont à côté, et c'est ce qui s'était passé justement en 90 lorsque le pouvoir militaire était un peu faible. On a vu ressurgir tout de suite les islamistes, parce qu'il y avait cet élan de révolution, etc. Et c'est la force qui est la plus organisée. En Égypte, c'était les frères musulmans, et en Algérie, c'est les fonds islamiques de salut. Donc, il y a un risque que lorsqu'on voudrait que les uns partent pour se faire remplacer par les autres, il y a un risque. Il faut qu'ils se comprennent et savoir, toute raison garder, partager le pouvoir pour aller. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que tout ceci se passe sans que les partis politiques ne réagissent aucunement. Est-ce que ça veut dire qu'ils laissent la guerre se jouer pour se positionner pour les échéances à venir, ou bien ils savent que si nous aussi on veut sortir la tête, on risque de nous coller des accusations, surtout pour les leaders et les maîtres. Tu as tout résumé, c'est ça. Moi je l'ai dit au début. C'est tout comme au Soudan, les gens ils sont derrière le rideau. Ils voient les acteurs de comment vous les appelez, les menus feutrins jouer la comédie, et le premier acte passé, ils ont le deuxième acte à jouer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, les systèmes politiques en Afrique, de tous les systèmes politiques, je crois que la démocratie est une bonne chose. Elle est à saluer, même si dans la monarchie, il y a toujours des courtisans autour du roi et autour de l'empereur qui les font démolir. Les rois Henri VI, tous ces rois-là ont été démolis, et ce qui fait que la France s'est transformée un beau matin en une république. Prends le cas du Maroc, par exemple. C'est un roi qui est là. Ça veut dire que même si vous faites un coup d'État, c'est le fils. C'est le fils l'autre fils du roi qui deviendra, ou le fils du roi qui deviendra président. Ce qui fait que ces intentions de faire des coups d'État dans les monarchies sont réduites, parce qu'il y a une religion qui maintient le respect de l'éthique politique en matière monarchique, dont vous ne pouvez rien. Mais la démocratie, qui a cet art et ses avantages, et les avantages sont aussi éloquents et nombreux que ce qui ne l'est pas. Je dis que quand nous prenons le cas de l'Algérie, il y a une situation qui risque d'arriver encore. Heureusement que le cas égyptien peut inspirer les autres. Le fils, même Madani est mort, mais le fils peut encore peut encore émerger. Il l'a dit, ce n'est pas ce qui se passe. Vous allez voir dans la foule, il y a un jeudi, avant le vendredi, il y avait
un cordon de musulmans, avec, vous allez voir avec des barbes, qui étaient sortis. Ils cherchent toujours à récupérer la lutte. Effectivement, eux aussi sont nombreux. Mais sauf, dans ce cas-là, pour pouvoir instaurer la démocratie, les militaires doivent être très prudents et bienveillants. Parce que en ne le faisant pas, le risque, c'est d'ouvrir le champ de la démocratie à tout le monde et que l'on retrouve les membres du fils à tout moment. Oui, je crois que la question que vous avez posée est une question essentielle, hein, parce que vous posez la question de savoir où sont les partis politiques sans doute partis politiques de l'opposition. Mais vous savez que les partis là ont été démantelés pratiquement et ils ont été affaiblis à tel enseigne que du temps de Bouteflika qui a régné pendant 20 ans et qui s'apprêtait encore à se faire reconduire pour un nouveau mandat. Et il va faire 25 ans, peut-être 36. Entre-temps, il n'était pas dans un état tétraplégique. Oui, rattrapé par la maladie. C'est que ces partis-là sont affaiblis. Il leur faut maintenant du souffle pour revenir. Mais pour le moment, ils sont observateurs parce que c'est les éléphants qui se battent. Parce que nous ne le percevons pas dans la rue, mais ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, au sein même du pouvoir, c'est quoi? C'est peut-être une tragédie qui se joue. Parce que là, se joue l'avenir même de l'Algérie. Parce que ceux qui se battent là sont des gens aguerris au combat, sont des gens puissants militairement, financièrement, et que quand ces gens-là même se dépêchent entre eux, peut-être que ce que les partis de l'opposition ont le mieux à faire, c'est d'attendre qu'ils finissent de se dépêcher pour peut-être organiser les élections. D'accord. On va marquer maintenant la pause et on revient après le journal.